Vous écoutez iChrono FM. iChrono FM est une radio généraliste qui vous propose une très grande palette de programmes. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio iChrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur iChrono FM. Votre radio iChrono FM est disponible sur Google Play et App Store. iChrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, monsieur, bonjour. Lundi dernier, la situation en Ukraine s'est donc déplacée durant quelques heures du théâtre de guerre aux enceintes politiques, aussi bien d'ailleurs à New York qu'à Moscou. Dans le premier cas, avec l'Assemblée générale de l'ONU et un vote de la communauté internationale à propos de l'annexion de 4 régions du Donbass, annexion jugée illégale par la communauté internationale, et dans le second cas avec le Conseil de sécurité décidé par Vladimir Poutine en réponse à l'attentat ukrainien la semaine dernière sur le pont de Kerch qui relie la Russie à la Crimée. Le résultat à l'ONU a été sans surprise. 143 pays ont condamné les annexions illégales russes en Ukraine, ce qui constitue un nouveau revers diplomatique pour le maître du Kremlin. Quelques jours auparavant, à Kinshasa, au Congo, les ministres de l'environnement du monde entier se sont réunis pour préparer la COP27, qui va se réunir en novembre prochain, d'ici donc quelques semaines, à Sharm el-Sheikh, en Égypte. La maison brûle, en effet, comme disait Jacques Chirac, et il y a urgence à intervenir pour sauver la planète. Nous évoquerons aussi ce sujet avec Ibrahim Athiam, l'invité de mon émission. Au même moment, au château de Prague, en République tchèque donc, 44 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis dans le nouveau format d'une communauté politique européenne. Le lendemain même se tenait aussi une réunion de l'OTAN et un sommet européen sur fond de guerre en Ukraine, bien sûr, mais aussi de problèmes énergétiques, et ce avant même que le Parlement européen de Strasbourg se réunisse lui aussi en fin de semaine. Donc une activité, comme je le disais, très intense sur le plan diplomatique. Assez loin de là, au Burkina Faso, le capitaine Traoré, auteur d'un récent coup d'État militaire, s'apprête quant à lui à devenir président de la transition à Ouagadougou. De son côté, Wagner, la société russe de mercenaires, n'a pas tardé à apparaître sur les écrans radars et à afficher ses véritables intentions ou prétentions au prétexte de sécurisation du pays des hommes que l'on dit intègres. Nous en parlerons aussi avec Ibrahim Athiam, fondateur, je le rappelle, et président du mouvement d'opposition sénégalais Un autre avenir, par ailleurs auteur de 3 essais politiques et candidat à l'élection présidentielle de 2024. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui « La diplomatie sur fond de coups de canon et de bruit de bottes ». Ibrahim Athiam, bonjour. Bonjour, Jean-Yves Duval. Mercredi dernier, donc, j'en parlais en présentant le sommaire de l'émission, les pays membres de l'ONU votaient au cours de l'Assemblée générale de l'organisation et la communauté internationale s'est rangée sans surprise derrière la résolution portée par l'Ukraine et co-parrainée par l'Union européenne. 143 pays sur 193 ont donc condamné massivement les annexions illégales des 4 régions du Donbass. Lors de ce nouveau vote, 35 pays se sont abstenus, sans surprise, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et aussi l'Afrique du Sud, tandis que 4 ont voté contre la résolution aux côtés de la Russie, également sans surprise. Quel regard, Ibrahim Athiam, portez-vous sur ces résultats, alors que lors de la réunion du Conseil de sécurité précédent il y a quelques jours, la Russie avait usé de son droit de veto? Vous l'avez dit, 4 pays se sont rangés aux côtés de la Russie. Il s'agit d'alliés indéfectibles tels que la Biélorussie. Et on a vu aussi cette semaine que son dirigeant Loukachenko a décidé de mettre des troupes
à la disposition de son ami Poutine et de les positionner sur la frontière nord de l'Ukraine. Il y a eu aussi la Corée du Nord qui, ces jours-ci, a procédé à des tirs de missiles longue portée. La Syrie, dont le régime de Bachar el-Assad a été sauvé par la dite Russie dans sa guerre contre Daesh, mais aussi ses propres opposants et enfin le Nicaragua. Vous remarquerez que 3 de ces soutiens sont des dictateurs reconnus. Je rappelle aussi au passage que Kadyrov, le président de la Tchétchénie, qui a exterminé une partie de la population de Grozny, vient d'être nommé colonel général par Vladimir Poutine en remerciement de ses bons et loyaux services. Donc, nous avons là, autour du maître du Kremlin, une sinistre galerie de portraits et les atrocités commises en Ukraine portent leur signature, en plus de celle du dirigeant de la société de mercenaires Wagner. Le président de la République française, donc Emmanuel Macron, a de nouveau appelé à une reprise des négociations entre la Russie et l'Ukraine. A-t-il, selon vous, des chances d'être entendu, alors qu'au même moment, le président turc Erdogan rencontrait Vladimir Poutine en Azerbaïdjan dans la même intention? La diplomatie, c'est l'art du compromis. Mais pour trouver un accord, encore faut-il que toutes les parties soient d'accord. Or, actuellement, les positions de l'Ukraine et de la Russie sont trop divergentes. L'une réclame le retour aux frontières de 2014, avant l'annexion de la Crimée, et l'autre s'y refuse obstinément. Par ailleurs, Zelensky s'oppose formellement à discuter avec Poutine, le voyant comme un criminel de guerre qui devra un jour être jugé par un tribunal international. Par ailleurs, on négocie bien qu'en position de force et pas de faiblesse. Or, sur le terrain, les Ukrainiens ont remporté un certain nombre de victoires ces dernières semaines. C'est pourquoi d'ailleurs, la Russie a répondu avec l'envoi de dizaines de missiles sur différentes villes d'Ukraine, dont Kiev, afin de terroriser la population en espérant que celle-ci incitera ses dirigeants à s'installer à la table de négociation. C'est mal connaître la fierté et le moral des Ukrainiens pour qui l'irréversible a été accompli par les Russes, qui ont massacré des civils dans les villes qu'ils ont occupées. On parle ici de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est dire si toute tentative de réconciliation entre les deux pays est actuellement inenvisageable. Que Macron maintienne le dialogue avec Poutine est une bonne chose. Qu'il veuille éviter ainsi qu'en restant isolé, celui-ci en arrive à prendre une décision irrationnelle, comme l'usage de l'arme nucléaire, est une bonne chose. Mais il ne peut contraindre les Ukrainiens à des négociations qu'ils ne veulent pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre issue que la guerre. Et celle-ci risque d'être longue. C'est comme à la boxe. Il n'y aura pas de vainqueur au point, mais par un chaos debout. Avec ce vote à l'ONU de mercredi, où 143 pays se sont rangés aux côtés de l'Ukraine, c'est donc 2 de plus, dont le Sénégal, votre pays, que lors du dernier vote. Ce qui est aussi une bonne surprise, j'imagine, pour vous, le dernier vote d'il y a quelques semaines. Comment expliquez-vous ce gain en faveur de la condamnation de la Russie? Il y a eu manifestement une forte pression diplomatique sur certains pays de la part des États-Unis, mais aussi de l'Europe, dont la France. Ceux-ci ont alerté leurs interlocuteurs sur le risque que l'invasion de l'Ukraine nous donne des idées à d'autres et que si on laissait faire aujourd'hui, la souveraineté d'autres territoires pourrait demain être violée. Et pourquoi pas le leur. Ces pays en ont peut-être aussi assez de cette guerre en Ukraine qui risque de s'éterniser, dont les conséquences commencent à se faire sentir chez eux. Je crois enfin qu'on a compris que de bafouer les règles du droit international pouvait être dangereux pour tous
et qu'il convient de siffler la fin de la partie le plus rapidement possible. Je le disais, 3 jours de discussions climatiques se sont tenus la semaine passée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour préparer la COP27 de novembre prochain. Après l'été de tous les dangers, durant lesquels de nombreux pays ont été victimes d'immenses incendies, de canicules, de sécheresses, il y a en effet urgence, car, selon une expression célèbre, la maison brûle. Peut-on, dans ces conditions, Ibrahim Thiam, être confiant après la précédente COP26 décevante de Glasgow? La guerre en Ukraine, par ailleurs, les difficultés économiques, les pénuries de toute nature, l'inflation, ne risquent-elles pas de revoir les objectifs à la baisse à un moment où le monde ne peut se permettre aucun relâchement? C'est la crainte, en effet, qu'on peut avoir, et pourtant, ainsi que vous l'avez dit, il y a urgence à intervenir dans le domaine climatique. Que cette réunion préparatoire se soit tenue au Congo n'est pas innocent, car ce pays, comme le Brésil et l'Indonésie, dispose d'immenses forêts, et j'ajoute que la République du Congo est confrontée à des choix difficiles, car ce pays doit faire face à une extrême pauvreté. Aura-t-elle les moyens de faire face à la facture à payer pour s'adapter au changement climatique? Dans le pays, des voix s'élèvent déjà pour dire qu'elle n'accepterait pas qu'on remette en cause son exploitation pétrolière, en un moment où certains pays européens renouent avec des énergies polluantes pour compenser le déficit énergétique provoqué par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Kinshasa, de ce point de vue, a été catégorique et a confirmé son intention d'exploiter ces blocs pétroliers. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été très clair. Une position illustrée par les propos de la première vice-première ministre chargée de l'environnement. Je la cite. « Nous voulons du gaz et nous voulons du pain ». L'Américain John Kerry, qui a récemment effectué un voyage au Congo, a d'ailleurs déclaré « Les Congolais ont besoin d'accéder au développement pour lutter contre la pauvreté ainsi qu'à des emplois. Reste qu'il faut protéger le bassin du Congo, qui est l'un des poumons verts de la planète. Il faut que ce pays trouve un bon équilibre entre un développement durable et une économie circulaire. » Jeudi 6 octobre s'est donc tenue, je le disais tout à l'heure, au château de Prague, une réunion inaugurale de la communauté politique européenne. Un nouveau format de rencontre internationale, de sommet, ouvert à 47 chefs d'État et de gouvernement du continent européen. Que pensez-vous de cette nouvelle instance internationale? Il faut d'abord dire que c'est à l'initiative d'Emmanuel Macron que celle-ci a été initiée et, comme vous l'avez dit, est réunie 17 pays supplémentaires aux 27 qui composent la communauté européenne, notamment la Grande-Bretagne, qui l'a quittée depuis le Brexit. L'idée du président français est d'élargir les interlocuteurs en œuvrant au renforcement de la sécurité et de la stabilité au moment notamment de la guerre en Ukraine. Mais il a aussi été question de l'énergie, en particulier avec les explosions sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. On a vu Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique, mais aussi Recep Erdogan, le président turc, qui, rappelons-le, est candidat depuis une dizaine d'années à l'adhésion à l'Union européenne. Il faut dire que celui-ci était hésitant quant à sa participation, car il ne veut pas voir avec cette communauté politique européenne une alternative à l'Union européenne et un potentiel frein du processus d'élargissement. Certains ont aussi présenté cette communauté politique européenne de club anti-Poutine, alors que précisément Erdogan tient à préserver ses relations avec le dirigeant russe. Erdogan qui était présent à Prague justement. De même que le leader de l'Azerbaïdjan qui allait le lendemain même rencontrer Vladimir Poutine. Il y a comme ça des rendez-vous particulièrement curieux.
Il est donc l'un des principaux interlocuteurs de Poutine, le responsable président turc, depuis l'entrée en guerre contre l'Ukraine. Qu'en pensez-vous? Votre question va me permettre de clarifier ma position. Mais avant cela, reconnaissons que ce sommet continental a permis la rencontre entre les dirigeants azerbaïdjanais et arméniens, qui sont actuellement en conflit, ainsi que grecs et chypriotes, ce qui est très positif. Pour revenir à la Russie, vous savez, Jean-Yves Duval, que je condamne fermement l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et sa tentative d'annexion de certaines régions. Or, l'Ukraine est un pays souverain dont il a violé les frontières et c'est indiscutable. D'où ma condamnation. En revanche, je pense qu'on est arrivé à cette situation et on ne le dit pas assez. Parce que l'Occident, en particulier les Américains, ont humilié la Russie au lendemain de la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique. La Russie, historiquement, culturellement, est plus européenne qu'asiatique. Or, aujourd'hui, c'est ce comportement irresponsable qui jette actuellement le pays dans les bras de la Chine. À plusieurs reprises, depuis plus d'une trentaine d'années, il y a eu des opportunités d'associer les Russes à l'avenir européen. Or, c'est tout le contraire qui s'est passé. On a cessé de les isoler, de les rejeter. Il y a eu également des occasions de signer un traité de désarmement nucléaire. Mais l'Amérique n'en a pas voulu. De même que les USA n'ont cessé d'élargir la zone d'influence de l'OTAN. Ce qui a été vu par Poutine comme une menace contre les intérêts vitaux de son pays. De son côté, Poutine n'a jamais digéré les accords de Minsk signés en 1991 qui actaient la dissolution de l'Union soviétique. Ce sont autant d'occasions manquées qui nous conduisent à la situation d'aujourd'hui et à ce discours véhément du chef du Kremlin contre l'Occident, notamment les Américains. Quant à l'Europe, je déplore qu'elle se soit vassalisée de plus en plus par rapport aux USA, au lieu de faire entendre sa propre voix, qu'elle n'ait pas réussi à mettre en place sa propre communauté de défense au lieu de dépendre du bouclier américain. Je me demande comment réagirait le général de Gaulle, lui qui était si sourcilieux de l'indépendance de la France et qui pour cela avait quitté l'OTAN et doté de son pays de sa propre force de dissuasion nucléaire, car il n'ignorait pas que les Américains n'accepteraient pas de mourir pour Paris. Comme aujourd'hui, les Américains, mais aussi les Européens, n'acceptent pas de mourir pour Kiev. Nous vivons actuellement sur une poudrière, mais les responsabilités sont partagées. Et force est de constater que de nombreuses occasions ont été manquées et qu'aucun dialogue constructif n'a pu s'installer entre l'Occident et la Russie. Le résultat, c'est que face à ce qu'il qualifie d'impérialisme américain, Vladimir Poutine s'efforce de réunir autour de lui une coalition anti-occidentale avec des pays comme la Corée, Cuba, mais surtout la Chine, qui demain sera elle aussi sans doute confrontée aux USA par le biais de Taïwan, ainsi que l'Iran et quelques pays africains comme la République centrafricaine et le Mali. Occidentaux et anti-occidentaux s'efforcent d'étendre leur influence dans le monde. Et cela est très dangereux. Le monde ressemble de plus en plus à une cocotte minute qui menace d'exploser à tout moment. Excusez-moi, Jean-Yves Duval, si j'ai été un peu long, et merci de m'avoir permis de préciser un peu ma position sur l'évolution actuelle de la situation. Je vous en prie, il est bon en effet de rappeler parfois certains faits oubliés, car l'histoire seule peut expliquer le présent
de même que la géographie et la démographie. On le voit bien avec les controverses sur le tracé des frontières. Prenons par exemple la Crimée, récupérée militairement par les Russes en 2014, mais toujours revendiquée par les Ukrainiens. Et il faut se souvenir que celle-ci, après avoir appartenu à l'Empire ottoman, est devenue russe à la fin du XVIIIe siècle, avant d'appartenir à l'URSS en 1922 en tant que république autonome. Et c'est en 1954, on l'a un peu vite oublié, que par une décision de Khrouchtchev, que celle-ci a été rattachée à l'Ukraine, qui faisait alors partie de l'URSS, l'Union donc des républiques socialistes soviétiques. C'est donc dire que même si la communauté internationale ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, à la suite d'un référendum qualifié de tronqué par l'Occident, la situation de cette région est particulière historiquement. Vous avez bien fait de rappeler cela, Jean-Yves Duval. On pourrait aussi ajouter l'existence des nombreuses minorités qui peuplent certains pays. C'est à ce titre, par exemple, que Hitler a envahi certains pays, dans le désir, disait-il, de protéger les minorités allemandes. Poutine n'agit pas autrement dans le Donbass, en prétextant vouloir protéger des minorités russes qui seraient maltraitées par la population ukrainienne. C'est toute cette complicité que nous tentons d'expliquer chaque samedi dans votre émission 4 sur table. Et on en mesure aujourd'hui toute l'importance. Vous évoquiez il y a un instant les alliés de la Russie. Vous avez cité le Burkina Faso qui a été la cible, voici quelques jours, d'un nouveau coup d'État avec le remplacement du lieutenant-colonel Damiba, arrivé lui-même à la tête d'un putsch militaire à Ouagadougou seulement en janvier dernier, il y a quelques mois, par le capitaine Ibrahim Traoré. On a d'ailleurs appris à cette occasion que Evgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner, soutenait celui-ci. Êtes-vous surpris? Bien sûr que non, car le Burkina attise les convoitises de la Russie et en particulier du groupe de Wagner. Le nouveau dirigeant burkinabé a de son côté affirmé sa volonté d'aller vers de nouveaux partenaires, ne cachant pas son désir de se rapprocher de la Russie. Quant au groupe paramilitaire Wagner, on sait, après la RCA, mais aussi plus récemment avec le Soudan, que le groupe Wagner se paie sur les richesses minières dans les pays qu'il prétend protéger. Le Kremlin, via cette société de mercenaires, est ainsi très présent dans le secteur aurifère soudanais. On parle beaucoup d'un haut gradé russe à la retraite, le colonel Pikalov, qui serait le monsieur Afrique du groupe armé Wagner. Et nul doute que les richesses du sous-sol burkinabé suscitent toutes les convoitises du Kremlin actuellement. Force est de constater que si en Europe, Vladimir Poutine tente d'annexer militairement une partie de l'Ukraine, pays, rappelons-le, indépendant et souverain, il exerce une influence grandissante dans certains pays africains via son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, mais aussi de cette fameuse entreprise de mercenaires Wagner. Vous avez raison, Jean-Yves Duval, à ceci près qu'il n'est pas le seul. Le président turc Erdogan, l'américain Joe Biden, le chinois Xi Jinping, qui soi-disant passant va affronter dans quelques jours, le 16 octobre pour être précis, le 20e congrès du Parti communiste chinois, au cours duquel il va sans doute renforcer son pouvoir de leader à vie. Donc ces trois puissances lorgnent elles aussi depuis des années sur l'Afrique et ses richesses naturelles, que ce soit par le biais de la sécurité, c'est le cas de la Russie, de la religion, ce qui est le cas de la Turquie, ou de la puissance du dollar pour l'Amérique et le business pour la Chine. Chacune de ces quatre puissances qui se veulent de nouveaux empires s'efforce de prendre place sur le continent et d'en chasser les anciens colonisateurs comme la France. Et je n'ai pas parlé de l'Iran, a un rôle politique actif au Liban, en Libye et ailleurs. C'est à nous, dirigeants africains, de séparer le bon grain des livrets et d'établir des relations de partenariat respectueuses avec chacune de ces nations
qui peuvent contribuer au développement du continent, mais sur la base de rapports d'égal à égal et non de soumission, comme cela a été très longtemps le cas. Certains reprochent une certaine forme de vassalisation de l'Europe à l'Amérique que redoutait le général de Gaulle, mais nous, Africains, ne serons pas les vassaux de quiconque. Ce temps-là est révolu et ce message doit être clairement entendu et compris par la Russie comme de la Chine, de la Turquie, des États-Unis ou de l'Europe. Sur cette base-là, tout est envisageable. Sans elle, rien n'est possible. Eh bien, c'est sur cet avertissement que va se terminer notre magazine Carte sur table d'aujourd'hui. Non sans vous avoir remercié d'avoir évoqué l'ouverture demain du 20e congrès du Parti communiste chinois, dont nous allons suivre bien sûr attentivement les travaux et dont nous aurons l'occasion de reparler, Ibrahim Atiam, ici même lors de notre émission de la semaine prochaine. Il me reste maintenant à vous donner rendez-vous et à donner rendez-vous aux auditeurs de Diaspora Vision, donc dans 8 jours, même lieu, même heure, et vous remercier, les remercier également nos auditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque samedi. Et comme je le dis à chaque fois au moment de nous séparer, eh bien d'ici là, portez-vous bien. Vous écoutez iChrono FM. iChrono FM est une radio généraliste qui vous propose une très grande palette de programmes. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio iChrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur iChrono FM. Votre radio iChrono FM est disponible sur Google Play et App Store. iChrono FM, une autre dimension de la radio.